La neutralisation du numéro 2 de la Katiba Serma, Moussa Imadialo, par la force conjointe de l'AES. Et puis hier, les formats ont infligé une lourde défaite aux terroristes. C'est à Saï, dans la région de Sam, avec une vingtaine de terroristes neutralisés. Dans cette édition, nous ferons également le point du déplacement du chef d'état-major général des armées dans la 4e région militaire du Mali. L'invité de ce 13h dimanche est Yacouba Garba Maïga, directeur national de la formation professionnelle. Il nous parlera justement de l'état ou de comment se portent nos centres de formation professionnelle à travers le pays. Et nous parlerons justement de cette rentrée solennelle de la formation professionnelle tenue ce week-end à Sikasso avec l'ouverture d'un nouveau centre de formation dans la région de Sikasso. À suivre également toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Et nous ferons également le point de l'actualité des sports. C'est avec vous, Famourou Diourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré, bonjour à tous. Le menu de la page des sports ce dimanche. Eh bien, dans l'actualité sportive, nous parlerons du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2024. Au compte du match retour, le Mali reçoit cet après-midi au stade du 26 mars la Mauritanie. Le Niger et le Burkina Faso ont déjà validé leur billet pour la phase finale. Championnat national de volleyball, nous parlons également de cette discipline en handball. Les Sigidam, le Sigidam et l'USFAS hommes ont remporté les trophées de la Supercoupe Marcel Deco 2024. Et nous terminerons par la natation avec le championnat national qui s'est tenu hier samedi. L'actu des sports n'a pas manqué avec Famourou Diourté. Tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, et puis la chronique santé de ce dimanche s'intéresse aux décès liés à la maternité. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. Le Premier ministre est au Niger pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Le chef du gouvernement assiste en ce moment aux côtés des premiers ministres du Niger et du Burkina Faso à la finale du 45e championnat national de lutte traditionnelle à Dosso. Lors de son séjour, le chef du gouvernement, qui est accompagné par 2 membres du gouvernement, aura des discussions avec ses homologues sur le renforcement de la coopération entre les membres de la Confédération des États du Sahel. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Succès opérationnel de la force conjointe de l'AES. Elle vient de neutraliser le numéro 2 de la Katiba Serma, Moussa Imma Diallo, une information confirmée par l'état-major général des armées. Un grand soulagement pour les populations éprouvées par les exactions barbares des groupes armés terroristes. Et puis, les forces armées maliennes ont infligé hier une lourde défaite aux terroristes qui se sont attaqués à la localité de Saï dans la région de San. Le bilan, une vingtaine de terroristes neutralisés et d'importants matériels récupérés. Au même moment, l'on notait la visite du chef d'état-major général des armées dans la 4e région militaire du Mali, à Kaï et à Ilimane. Le général de division Keba Sangare a pu apprécier les conditions d'opération des formats. Il s'est particulièrement réjoui et félicité de l'engagement et du bon moral des troupes sur le terrain. Kansuto Kanouté. Ce déplacement du chef d'état-major général adjoint des armées vise à évaluer l'environnement sécuritaire et discuter autour des questions d'actualité avec les hommes sur le terrain. Après un échange fructueux avec le commandant de la zone de défense numéro 4, colonel Moussa Anguiba, le général de division Keba Sangare s'est rendu chez le chef de l'exécutif régional avec lequel il échangea sur les questions sécuritaires dans la région. À l'issue de cet entretien, le chef d'état-major général adjoint des armées a félicité l'ensemble des forces présentes dans la localité pour leur engagement et leur détermination pour le travail abattu. Cette visite a été fortement appréciée par le chef de l'exécutif régional, général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï. En tant que gouverneur d'une région, quand vous recevez une telle délégation, cela montre à suffisance combien les autorités militaires tiennent à la sécurité de nos populations. Cette délégation vient s'imprégner des conditions de travail et de vie de non seulement des militaires, mais aussi s'imprégner de la situation sécuritaire sur l'ensemble de notre région. Donc ça, c'est un motif de joie et de satisfaction pour moi. Deuxième étape de cette visite du chef d'état-major général adjoint des armées, général de division Keba Sangare, le SEC de Yélimane. Sur place, il a rencontré, en compagnie de sa délégation, les populations afin de s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans leur localité. Traoré Barka Xavier, chef de village de Yélimane. Yélimane, par ma voix, est très content
nous sommes émus. Nous avons su aujourd'hui que vraiment nous sommes en train de supporter la transition et la transition pense en nous. Nous avons parlé avec le général, comme en famille. Colonel Madika Madjawara, préfet du SEC de Yelimani. Sur les 12 communes que j'ai, nous avons les 9 communes qui font frontière avec d'autres pays. Nous avons souligné ces difficultés suivantes, aussi le renforcement des sujets chaque, et je pense qu'il a tout noté. À l'issue de ce périple, le général de division Keba Sangaré a rencontré les troupes avec lesquelles il a échangé, tout en insistant sur la vigilance, la prudence, l'engagement et surtout sur l'utilisation des réseaux sociaux de façon démesurée. Rappelons qu'auparavant, le chef d'état-major adjoint des armées avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités, lesquelles notabilités très satisfaites ont en retour fait des bénédictions. Kai Kansuto Kanouti Lassana Keita pour l'ORTM. Œuvre sociale du président de la transition du sourire pour des personnes atteintes de troubles de langage. Le général d'armée Assimi Goïta parraine l'encadrement d'une 50aine de personnes bègues par des orthophonistes, un parrainage qui s'inscrit dans le cadre de la 27e édition de la journée mondiale du bégaiement. On en sait davantage avec Timo Kokonati. Elle, c'est Awa Sofuntera, élève en 11e année sciences au lycée Les Patriotes à Yermadio en commune 6 du district de Bamako. Atteinte de troubles de langage depuis un bas âge, notre jeune scolaire s'y affranchit graduellement avec l'aide d'un orthophoniste. Moussa Kamara, président de l'association Vaincre le bégaiement au Mali. Le bégaiement est un problème complexe qui touche plus d'1% de la population mondiale, soit plus de 70 millions de personnes. Pourtant, ce trouble de la parole reste méconnu et souvent stigmatisé. Les personnes atteintes sont des fois sujets aux moqueries. Un état de fait déplorable qui inspire le président de la transition à étendre ses œuvres sociales aux personnes atteintes de bégaiement se présentant comme une forme de handicap. En effet, le général d'armée Assimi Goïta se propose de parrainer 50 personnes bègues. Un parrainage qui se situe dans le cadre de la 27e édition de la Journée mondiale du bégaiement, célébrée chaque année le 3 décembre. Aguebou Damele, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Nous savons que le bégaiement est méconnu en général au Mali. La prise en charge de ces bègues-là peut leur permettre leur épanouissement. Nous avons des orthophonistes qui vont les former à prendre mieux en charge leur handicap pour qu'ils puissent bien s'épanouir. La prise en charge de ces 50 personnes va concerner leur apprentissage en orthophonie. Ces œuvres sociales du président de la transition, poursuit le conseiller spécial, vont continuer à s'intensifier et à se diversifier au bénéfice d'autres couches qui en expriment le besoin. À Sikasso, le nouveau centre de formation professionnelle est désormais opérationnel. Il est ouvert aux jeunes et aux femmes. L'infrastructure est inaugurée par la ministre en charge de la question, Oumou Salsek, à l'occasion de la rentrée solennelle de la formation professionnelle. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Yacouba Garba Maïga, directeur national de la formation professionnelle, en direct dans ce studio. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du centre de formation professionnelle de Sikasso? Merci beaucoup. La particularité de ce centre, c'est que c'est un centre ultra moderne. On peut même dire que c'est une usine qui va évoluer dans la transformation agroalimentaire de tous les produits agroalimentaires, dans la maintenance des machines agricoles et dans la gestion aussi des entreprises. D'accord. Et comment y avoir accès? Bon, pour cette première promotion, les 100 jeunes qui vont être sélectionnés, c'est une valeur de 30 millions de francs CFA. Et c'est une bourse qui a été entièrement offerte par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Donc après les autres promotions, on verra bien avec le conseil régional quand même à qui appartient le centre, comment faire en sorte que ce soit tous les jeunes qui puissent y accéder. Et même par rapport aux 100 jeunes qui vont être recrutés, c'est vrai, souvent on parle de genre, mais des instructions ont été données par la hiérarchie pour tenir compte aussi des personnes vivant avec un handicap qui aussi excellent beaucoup dans ce genre de domaine. Et quels sont les défis dans nos centres de formation professionnelle aujourd'hui à travers le pays? Le premier défi, c'est le défi de la fréquentation. Parce que les centres sont sous-fréquentés. Et cela est dû essentiellement au fait que l'accessibilité, les centres sont un peu distants. Il n'y a pas d'internat dans la plupart des cas.
Donc, c'est pas facile de quitter son village comme on peut avoir un logeur quand on vient au lycée ou autre là, pour venir dans les centres de formation. Et qu'est-ce que vous envisagez dans ce sens? Dans ce sens, oui, nous avons un programme et on est en train de voir comment construire des dortoirs, c'est-à-dire au niveau de ces centres de formation professionnelle. Et en termes d'acquis aujourd'hui, que peut-on retenir? Oui, on peut dire qu'au niveau des centres, par exemple, de manière générale, les centres forment chaque année près de 1000 à 1500 jeunes hommes et femmes, y compris les personnes vivant avec un handicap. Au niveau des centres privés aussi, des formations sont faites, et parce que c'est nous qui les certifions aussi au niveau de la Direction nationale de la formation professionnelle. Et là, quand même, le nombre est encore beaucoup plus important parce qu'il y a beaucoup de centres privés de formation professionnelle. Et que deviennent-ils ces jeunes après leur formation professionnelle? Oui, normalement, quand on fait la formation professionnelle, on ne doit pas chômer. D'accord. Parce que quand tu apprends un métier, soit tu exerces dans le secteur, ou bien on t'emploie. Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi de ces jeunes après leur formation? Justement, localement, il y a ça, mais tout récemment à Sikasso, Madame le ministre a instruit qu'il y ait une plateforme numérique par rapport au suivi des apprenants et voir leur insertion aussi. Sinon, des études sont faites par l'ONEF pour connaître un peu le parcours de ces jeunes-là après la formation. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent même pas aller travailler dans le secteur privé. Ils préfèrent créer eux-mêmes leur propre entreprise. Et on a eu des témoignages dans ce sens à Sikasso où des femmes, des jeunes filles ont commencé avec l'embauche et ça marche très fort. Très bien. Et en termes de perspective, que doit-on retenir également à ce niveau? Bon, les perspectives sont très bonnes et nous sommes en train de faire l'évaluation de la politique nationale de la formation professionnelle et après il va y avoir la nouvelle politique et un plan d'action. Donc toutes ces actions-là seront prises en compte. Un mot? Et est-ce que vous avez un message particulier à lancer avant de vous laisser partir, monsieur le directeur? Oui, comme on est à la fin de l'année, c'est de souhaiter bonne et heureuse année au peuple malien, aux autorités de la transition, à toutes les filles et à tous les fils du Mali, épris de paix et de justice. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Yacouba Garba Maïga, directeur national de la formation professionnelle. Encore merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci. Ce 29 décembre, deuxième jour d'un triple scrutin au Tchad. Oui, les bureaux de vote ont ouvert parfois avec du retard. Ces élections signalent la fin de 3 ans de transition. Le samedi précédent, la diaspora, les militaires et les nomades avaient déjà voté hier. Oui, ce dimanche, c'est le tour de la majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales. On en parle avec vous, Mohamed Sangari. Bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, quels sont les enjeux, les défis qui entourent ce scrutin électoral? Oui, tout d'abord, ce matin, 26 617 bureaux de vote ont ouvert de 6h à 18h pour accueillir environ 8 millions d'électeurs inscrits. Le scrutin est supervisé par une centaine d'observateurs étrangers, des représentants des partis politiques, selon l'Agence nationale de gestion des élections. Comme lors des précédentes, vous l'avez dit, les nomades policiers et militaires ont pu voter hier, une mesure logistique pour assurer leur participation dans un contexte difficile. Les enjeux de ce scrutin au Tchad sont cruciaux: légitimité démocratique, engagement citoyen et développement économique dans un des pays les plus pauvres du monde. Toutefois, il doit surmonter des défis majeurs, notamment la menace de Boko Haram, des problèmes logistiques, le retrait des forces françaises et des accusations d'ingérence liées à des conflits régionaux. La réussite de cette élection déterminera l'avenir politique et social du Tchad, ainsi que sa stabilité dans un contexte géopolitique tendu. La première journée de vote pour ce triple scrutin législatif, provincial et local a enregistré une participation historique avec 72% des suffrages provenant de l'armée et 54% des populations nomades. Et ces élections sont boycottées par l'opposition qui les juge
échoué d'avance. Oui, tout à fait. Les partis d'opposition, notamment les transformateurs dirigés par Success Masra, appellent à l'abstention, dénonçant un système construit sur le mensonge et le vol électoral qui entrave la démocratie et la justice sociale au Tchad. Ils estiment que le processus électoral actuel ne reflète pas les aspirations du peuple tchadien et sert à maintenir le statu quo en faveur de l'élite dirigeante. Les transformateurs plaident pour un changement radical, affirmant qu'il est crucial de repenser les bases du système politique pour permettre au pays de prospérer. Ils insistent sur l'urgence d'adopter des politiques inclusives et transparentes pour favoriser le développement économique et social du Tchad. Selon eux, l'abstention est une forme de protestation contre un régime qu'ils jugent illégitime. Ibrahim. Merci beaucoup. Mohamed Sangaré pour toutes ces informations. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra s'est adressé à la nation face aux députés. Il a fixé ses priorités pour l'année 2025. On en parle avec vous, Lassina Keita. Bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, dans cette adresse du président Faustin Archange Touadéra, quelles sont les priorités auxquelles il veut orienter sa politique? C'était un discours délivré hier samedi sur l'état de la nation à l'occasion du nouvel an. Au cours de son adresse, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé en ces termes: au titre des perspectives pour l'année 2025, nous allons mettre en œuvre le plan national de développement, continuer à assurer la stabilité politique, l'ancrage démocratique du pays et surtout consolider la paix, la stabilité, la sécurité, l'unité nationale et renforcer la souveraineté, facteur de notre stabilité. En d'autres termes, les priorités s'articulent autour du développement, le renforcement de la démocratie, la paix et la stabilité. Devant les députés, il s'est réjoui des avancées significatives dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, l'économie, la justice et la santé. Le chef de l'État centrafricain n'a pas manqué d'évoquer la normalisation des relations diplomatiques entre son pays et la France, avant de parler de la poursuite des relations bilatérales avec la Russie. Il s'est dit également ouvert à la collaboration avec tous les pays du monde, sans exception sur le plan politique. Il a aussi lancé un appel à la classe politique en exhortant les leaders politiques à avoir le courage et la responsabilité de s'élever au-dessus des considérations personnelles et politiciennes pour permettre aux concitoyens de bénéficier des dividendes de la paix retrouvée. Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Lassina Keita. Et plaisir pour moi de retrouver dans ce studio Bourama Traoré, de retour de la Chine après plusieurs mois. Tout à fait. Alors Bourama Traoré, avec vous, le reste de l'actualité internationale d'abord avec l'année 2024. Qui a été tragique pour les enfants pris dans les conflits armés, l'une des pires de l'histoire de l'UNICEF. C'est ce qui ressort du rapport de l'organisation onusienne publié hier. Et tout à fait, plus de 473 millions d'enfants vivent dans des zones en conflit selon le rapport 2024 de l'UNICEF. Les documents relèvent entre autres l'accès entravé aux soins, la déscolarisation et la malnutrition. En Somalie, l'ONU approuve le déploiement d'une nouvelle mission de l'Union africaine. Oui, elle est baptisée OSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné vendredi son feu vert au déploiement de cette nouvelle mission pour lutter contre les Chebab, les insurgés islamistes radicaux. Il s'agit de permettre progressivement aux forces somaliennes d'assurer une plus grande responsabilité dans la gestion de la sécurité nationale. La nouvelle force pourra compter jusqu'à 12 000 hommes, soit autant que la force déployée actuellement. En Sierra Leone, un projet de loi visant à légaliser l'avortement suscite de vives tensions. Le texte introduit au Parlement le 17 décembre dernier est actuellement bloqué en raison de l'opposition de certains chefs religieux. Lors de son message de Noël, l'évêque de l'église catholique de Mekini a exhorté les parlementaires à rejeter ce projet qu'il juge dangereux pour les fondements moraux de ce pays conservateur. Les organisations de défense des droits des femmes qui les soutiennent mettent en avant des chiffres alarmants pour justifier son adoption. Plus de 10 000 femmes meurent chaque année des suites de grossesses non sécurisées selon elle. Le ministre turc des Affaires étrangères insiste, les combattants kurdes syriens ne pouvaient pas être tolérés en Syrie.
Le chef de la diplomatie turque s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue américain Anthony Blinken. Cette position d'Ankara fait référence aux forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes qui contrôlent de vastes territoires dans le nord-est du pays. En Russie, le président Vladimir Poutine appelle à une enquête sur le crash d'un avion de ligne azerbaïdjanais au Kazakhstan. Enquête objective et transparente, ce sont ses propres termes. Le président russe a également présenté des excuses à son homologue Ilham Aliyev, mais refuse de reconnaître que l'appareil avait été abattu par Moscou. D'un crash d'avion à un autre, en Corée du Sud, un avion a fait une sortie de piste et s'est écrasé à l'aéroport international de Muan. Au moins 160 personnes ont été tuées sur les 181 à bord. L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'avion en provenance de Bangkok en Thaïlande. L'appareil appartient à la compagnie Jesu Air, dont le président a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Enfin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, âgé de 75 ans, doit être opéré ce dimanche de la prostate. L'annonce a été faite par son bureau. Le Premier ministre israélien a subi mercredi un examen où on lui a diagnostiqué une infection des voies urinaires due à une hypertrophie bénigne de la prostate, selon un communiqué publié par ses équipes. Le dirigeant israélien avait déjà été opéré d'une hernie au mois de mars et subi une autre intervention en juillet 2023 pour l'implantation des stimulateurs cardiaques. Merci beaucoup Bourama Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale, ce qui nous conduit à l'actualité des sports dans un instant. Je me tourne vers Famourou Djourté, bien installé. Hein? Très bien, Ibrahima. Alors, éliminatoire du CHAN 2024, le Mali juste après-midi contre la Mauritanie. Oui, après avoir été battu la semaine dernière à Nouakchott par 1-0, les aigles locaux du Mali doivent s'imposer cet après-midi au stade du 26 mars par 2 buts d'écart au minimum pour obtenir une 6e participation au championnat d'Afrique des nations de football après celle de 2011, 2014, 2016, 2020 et 2022. Le sélectionneur national de l'équipe A' du Mali, Baïba, est conscient de l'enjeu de la rencontre. Il est au micro de Aridou Matina. Le match aller, ça a été un peu difficile pour nous parce que voilà, on a perdu à 1-0, mais actuellement là, on a un peu renforcé l'équipe avec 2-3 joueurs. Je sais que tout le monde est conscient de ce qui nous attend. On va essayer de corriger tout ce qui n'a pas marché et encore revoir, réaméliorer ce qu'on avait comme positif. Voilà, donc à défaut de gagner par 2 buts d'écart, si le Mali l'emporte par le strict minimum ce dimanche, les deux équipes iront directement à la séance des tirs au but. Le Niger et le Burkina Faso ont validé leur pied pour la phase finale du CHAN ici à Bamako, au stade du 26 mars. Oui, le Burkina Faso a réalisé une performance remarquable en éliminant la Côte d'Ivoire après une défaite 2-0 au match allié à Abidjan. Les étalons A' ont renversé la situation en s'imposant sur le même score lors du match retour au stade du 26 mars ce samedi avant de l'emporter par 4-2 lors de la séance des tirs au but. Le Niger a été le premier pays de la Confédération des États du Sahel à valider son billet pour le CHAN 2024 qui se jouera du 1er au 28 février 2025. Le Niger a éliminé le Togo après le match nul 1-1 à l'aller à Lomé. Le Niger a concédé le nul 0-0 ici à Bamako au stade du 26 mars. Concernant les autres nations, ce dimanche, Madagascar joue contre Eswatini. Le Congo sera face à la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo affronte le Tchad. Les pays déjà qualifiés sont la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya en tant que pays organisateurs. En plus de ces trois pays, le Niger, le Burkina Faso, la Zambie, la Centrafrique, le Nigeria, le Rwanda, le Maroc et le Sénégal ont également composté leur ticket pour la phase finale du championnat d'Afrique des nations de football réservé uniquement aux joueurs évoluant dans les clubs de leur pays respectifs. Le championnat national féminin de volleyball a pris fin hier samedi avec le sacre du centre de formation de Daouda Bougou. Oui, le centre de formation de volleyball de Daouda Bougou, CFVD, est suivi par l'USFAS et l'équipe de 1008 logements, respectivement 2e et 3e. L'équipe de San, Gao et celle de Ségou terminent dans les 3 dernières places du classement général. Après donc le championnat national féminin, place aux demi-finales de la Coupe du Mali sur le 2 tableaux. Ce dimanche, les affiches sont chez les dames CFVT, centre de formation de volleyball de Daouda Bougou, contre AS Commune 5 et l'USFAS contre 1008 logements. Sur le tableau masculin, les oppositions sont 1008 logements contre l'AS Commune 5 et l'AS Commune 4 contre l'USFAS.
Les finales de la Coupe du Mali 2024 de volleyball hommes et dames se jouent demain lundi 30 décembre dans la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars. Et en handball, les dames du Sigui de Caille et les messieurs de l'USFAS ont remporté les trophées de la Supercoupe Marcel Dako 2024. Oui, l'Union sportive des forces armées de sécurité USFAS a raflé tous les trophées nationaux de la saison en handball sur le tableau masculin. Après le championnat et la Coupe du Mali, les militaires ont remporté la Supercoupe face au Momaïra AC de Kati sur un score étriqué 27-26. Du côté des dames, le vainqueur du championnat national, l'AS Police, était défié le détenteur de la Coupe du Mali, le Sigui de Caille. Ce duel promettait d'être riche en émotions et a tenu toutes ses promesses. Avec des arrêts décisifs de leurs gardiennes et des jeux d'équipe bien exécutés, les Caïsiennes ont réussi à s'imposer par 26-24. Le Sigui Dam réalise aussi le doublé Coupe du Mali et Supercoupe Marcel Dako 2024. Écoutons le président de la Fédération malienne de handball, le commissaire-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, après les deux rencontres. Je retiens qu'au handball, maintenant, il n'y a plus de favoris. Donc, les équipes s'entraînent régulièrement et cela grâce à la bonne politique des autorités de la transition. Et aucune équipe n'est désormais à la traîne. C'est maintenant la chance et l'expérience souvent qui font gagner. Et j'espère que c'est de bon augure pour le handball. Et désormais, nous allons assister régulièrement à des bons matchs, des matchs serrés comme ça. Voilà, donc la Supercoupe marque le début de la nouvelle saison sportive de la Fédération malienne de handball. La Fédération aquatique du Mali a organisé hier samedi le championnat national 2024 de natation. Et le championnat national a réuni 120 nageurs issus des ligues de Caï, Kolikoro, Mopti et Sikasso et du district de Bamako. La compétition s'est déroulée dans la piscine du stade Modibo Keïta. Mamourou Boiré, le président de la Fédération aquatique du Mali, a jugé le niveau des performances satisfaisant. Il s'exprime au micro de Daouda Kone. On tient le championnat dans un décor un peu désolant. Vous voyez que le stade Modibo Keïta est en plein chantier et la piscine est concernée. C'est pourquoi vous n'avez pas vu le grand monde. Mais quand cela le tienne, le résultat est au bout de l'effort. Presque toutes les ligues ont répondu présent. Voilà, au classement général, la Ligue de Bamako a remporté 18 médailles, 11 en or, 2 en argent et 5 en bronze, décrochant ainsi le titre de champion du Mali 2024. La Ligue des Caïs s'est classée deuxième avec 12 médailles, 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze, tandis que la Ligue de Koulikoro a terminé à la troisième place avec 13 médailles, 3 en or, 6 en argent et 4 en bronze. Merci beaucoup Fomourou Diourté pour toutes ces informations sportives et du sport à la santé. Focus Santé. La chronique santé de ce dimanche s'intéresse au décès maternel. Oui, au CCRF de la commune 6 du district de Bamako, par exemple. La principale cause liée à ce décès est l'hémorragie post-partum. Sa prise en charge doit se faire rapidement, sinon au-delà de 30 minutes, il est difficile de sauver la vie de la femme à la maternité de la dite structure. On assiste à plus de 30 accouchements par jour. Focus Santé est une réalisation de Koumba Sissé. Toutes les 3 heures, une femme enceinte décède au Mali selon les données de l'Office national de la santé de la reproduction. Est appelé décès maternel tout décès survenu depuis le début de la grossesse jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Plusieurs facteurs provoquent cette perte cruelle. Mahamadou Keïta, gynécologue. Il y a des causes médicales et des causes non médicales. Les causes médicales, on les classe en des sous-groupes. Il y a des causes qu'on appelle les causes directes, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui affectent la grossesse. Ces pathologies peuvent être les hémorragies, les complications de l'hypertension sur grossesse, les infections. Si elles affectent la grossesse, elles peuvent se compliquer d'un décès maternel. Il y a des causes dites indirectes. Ça, ce sont des maladies qui peuvent être préexistence à la grossesse, ou bien la femme peut les attraper au cours de la grossesse. Ça, ce sont le diabète, le VIH, l'anémie. Les causes qui sont non médicales sont dues à des retards par rapport à la prise de décision, l'évacuation et la capacité d'accueil de la structure sanitaire. Mahamadou Keïta, gynécologue. Une femme qui est enceinte, qui saigne, doit aller immédiatement à l'hôpital. Si elle tarde sans consulter, cela peut aboutir au décès maternel. Donc on appelle ça le premier retard. Ou bien elle n'a pas les moyens pour couvrir les soins, ça aussi elle peut être attribuée au premier retard. Second retard, ça c'est
lié souvent à un problème d'accès pour retrouver les soins, faute de l'état des routes, faute de moyens de transport. Le CCRF de la commune 6 est beaucoup fréquenté par différents quartiers de Bamako et environ, ce qui fait que l'équipe médicale est toujours face à des urgences. On reçoit énormément de complications par an. On enregistrait à peu près dans les années 2013 à 2014 environ 40 à 50 décès par an. Mais par rapport à tous ces aspects, l'équipe s'est organisée. On a intensifié les visites dans les structures qui nous envoient. On a intensifié les formations. On a mis l'accent sur la qualité de la consultation périnatale, sur la sensibilisation des femmes et des filles. Et ce qui a fait que ce taux de décès aujourd'hui est de moitié. Professeur Mamadou Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 6 du district de Bamako. On a plus de 30 accouchements par jour. On a à peu près 10 césariennes par jour. Lors du dernier conseil d'administration, on avait 14 décès enregistrés de janvier au mois de juin. Ces 14 décès sont généralement avant l'intervention, avant la césarienne. Donc décès après césarienne, c'est 0. Tous ces décès ont eu lieu avant la césarienne. Et plus de la moitié, c'est les décès qui sont constatés à l'arrivée aussi. La principale complication constatée à la maternité est l'hémorragie postpartum. Et pour sa gestion, toutes les minutes comptent. Professeur Mamadou Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 6 du district de Bamako. La gestion d'une hémorragie, c'est 30 minutes. Quand la femme saigne, c'est une urgence extrême. Donc dans la gestion, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est là. Il y a les gynécos, les sages-femmes qui sont là. Il y a les médecins réanimateurs qui sont là, et les urgentistes qui sont là pour la gestion. On a une unité de mini-banque de sang qui est là aussi pour la disponibilité du sang. Et au CCRF ici, on a au moins 6 gynécos spécialistes en gynécologie et 59 sages-femmes. Donc la maternité à moindre risque est gérée comme ça pour avoir moins de complications. Pour résoudre les différents problèmes qui peuvent survenir pendant la grossesse, depuis les premières semaines de la grossesse, les femmes doivent correctement suivre les consultations prénatales et signaler à temps tout signe de danger afin de recevoir des soins appropriés. Focus Santé. C'est ce numéro de Focus Santé qui met un terme à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde de Bintou Traoré, à la mise en ligne Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la réalisation Lassine Keita. La coordination éditoriale est assurée par le rédacteur en chef Bourama Traoré. On va retrouver dans un instant Lassine Keita dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30 la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de radio en notre compagnie et très bon après-midi dominical.